Chapitre 14. Retour au bercail. Le voyage de retour a lieu dans une ambiance plutôt tendue. Renfrogné dans un coin de la banquette arrière, je fais mine de m'absorber dans la contemplation de l'écran du com tout neuf offert par mes parents, comme pour racheter leur sentiment de culpabilité. En vérité, je songe à la conversation que j'ai eue avec le journaleux. Drôle de type, vraiment. Super énervant avec sa manie de sauter du coq à l'âne dans la même réplique. Et super flippant aussi, après ce qu'il me racontait au sujet des APO. Nous sommes vraiment désolés, ma chérie, avoue enfin ma mère, après qu'on a parcouru une bonne centaine de kilomètres sur l'autoroute. Tu ne nous facilites pas la tâche, tu sais, se lance à son tour mon père. C'est dur de savoir comment s'y prendre avec toi en ce moment. Je les crois, pourtant je ne dis rien. Je leur en veux encore. Confrontée à mon mutisme boudeur, ma mère tente un piteux. Si nous avions pu nous douter. Et moi donc, si j'ai pu me douter que mes parents me feraient un coup pareil, j'admets ne pas être un modèle d'obéissance et de vertu, mais de là à m'expédier en camp de rééduque. C'est scandaleux, s'indigne mon père. Le conseil que nous avons consulté nous avait garanti la plus parfaite sécurité. Cette pauvre gamine, quand je pense à ses parents. Mounakad s'y a pensé lui aussi. Dès qu'il a eu connaissance du drame, par l'intermédiaire d'un de ses indiques de l'hôpital, le journaliste a aussitôt contacté les Marquaises. Ils n'étaient pas encore au courant du décès de leur fille cadette. Parce qu'ils ne possédaient pas de couverture sociale, qu'ils vivaient au cœur de la zone out, personne n'avait jugé utile de les prévenir. D'après Katz, la triste nouvelle ne les a pas franchement affligés. Il m'a expliqué pourquoi. J'ai eu du mal à le croire. Je ne suis toujours pas certaine qu'il ne m'ait pas mené en bateau. Toutefois, si Katz m'a dit la vérité, le geste désespéré d'Erwan ne me paraît plus aussi insensé. Nous avons eu vraiment peur de te perdre, reprend ma mère à voix basse sans oser tourner la tête dans ma direction. Nous ne savions plus quoi faire avec toi, répète mon père à court d'arguments. Face à tant de sincérité et de détresse, je sens les larmes gonfler mes paupières. Je n'ai jamais détesté mes parents, c'est juste qu'entre eux et moi, le courant ne passe plus depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Trop de différences dans nos manières respectives de voir le monde. Je suis touchée par leurs réactions, leurs timides aveux, mais je n'ai pas envie de céder mes émotions devant eux. Un moyen cruel de leur faire payer ce que je considère comme une trahison à mon égard. Alors j'active le com et fais défiler le menu. Je lance un moteur de recherche et je saisis le nom de Mounakad. Le programme me dirige instantanément vers le site d'info en ligne pour lequel bosse le groupe web journaliste. Kamikaze. D'après la liste des articles compilés sous sa signature, je me rends compte qu'il ne m'a pas menti. La plupart font allusion au traitement de la délinquance chez l'enfant. Des centaines de pages, mais aussi des photos et des films. Apparemment, Katz s'intéresse au problème depuis plusieurs années. Les premiers reportages sont datés de 2008. Je clique au hasard sur un lien remontant à cette époque. Une lecture en diagonale m'apprend que les programmes de repérage des comportements déviants ont été mis en place par le ministère de l'Éducation et de la Citoyenneté de l'époque sur la base de rapports d'experts affirmant qu'il était possible de détecter les futurs délinquants dès la maternelle. La création de camps de rééducation a rapidement suivi. Une des premières enquêtes de Mounakad démontre que la majorité des élèves envoyés en stage venaient de la zone out. Il a même développé une théorie prouvant, selon lui, que l'État est persuadé que les ghettos déconnectés engendrent de la racaille. Pire encore, toujours selon Katz, les autorités ne se contenteraient pas d'écarter dans ces camps les sujets prédisposés à la délinquance, mais étudieraient le moyen de, je cite, prévenir scientifiquement toute tentative de passage à l'acte préjudiciable à la société. Rien que ça. Pourquoi faut-il toujours que j'attire les cinglés et les paranos ? Je quitte la section archives de Kamikaze pour revenir à la page d'accueil. Dans le coin des liens, une image animée et extraite d'un reportage diffusé sur un site public tourne en boucle. Je reconnais les baraques colorées de mon camp, filmées depuis le ciel. Des véhicules de police sont garés sur l'esplanade devant le bâtiment central. Je clique sur le lien et, branchant mes écouteurs, j'active le mode audio. Sans nouvelles des responsables attirés du camp, égrène la voix du commentateur, selon les premiers témoignages rassemblés par les enquêteurs, il semblerait que la négligence du personnel d'encadrement soit à l'origine du drame qui a coûté la vie à la jeune fille décédée peu après son arrivée au service de traumatologie du centre hospitalier Grand Est. Samia, ma gorge se serre, mes yeux piquent, les larmes coulent sans que je puisse rien y faire cette fois. Le commentateur continue imperturbable. Conteste particulièrement les méthodes employées, toutefois rappelons que ce camp appartenant à la société Protec détenait l'agrément du ministère de l'Éducation et de la Citoyenneté et n'avait jamais fait l'objet d'aucune plainte.
Le public accueilli pour ces stages de réinsertion est constitué pour l'essentiel de jeunes marginaux issus de quartiers out ayant suivi des parcours déviants. Erwan. Pourquoi est-ce que le reportage ne fait aucune allusion à son suicide? Prise d'un doute, je saisis son prénom dans le moteur de recherche du site. Rien à son sujet. J'essaie avec Johanna Marquez. On me renvoie juste à la liste des stagiaires répertoriés et retournés dans leurs pénates ou dans des foyers sociaux. C'est à croire que le grand corbeau dont j'ai brièvement partagé l'existence ces 2 derniers jours n'est pas réel. Et si Mouna Katz avait vu juste au sujet des APO? Je reviens à la page d'accueil de Kamikaze et demande la liste de tous les articles consacrés au programme Accord parental obligatoire. Katz y développe les différents points de sa théorie telle qu'il me l'a résumé à la fin de notre entretien, interrompu par l'irruption du docteur. Le programme a pour but de métamorphoser des gamins difficiles que l'on dit prédisposés à la déviance en sujets dociles et contrôlables par des moyens techniques encore expérimentaux. Et des secrets. Mouna reste persuadée qu'il n'est pas encore trop tard pour empêcher l'opinion publique de protester, à condition qu'elle puisse être informée de ce qui se trame dans des endroits comme le camp, d'où l'importance de mon témoignage. La manière dont Thomas et les autres APO se sont comportés au moment de franchir le torrent ou lorsqu'ils ont poussé Erwan à commettre l'irréparable tendrait à accréditer la thèse de Katz. D'un autre côté, même si je réprouve évidemment les méthodes employées par les mentors, moi je n'ai rien subi de plus qu'un conditionnement pervers. J'ai assisté à des séances d'humiliation, j'ai vu des jeunes fragilisés par leurs conditions de vie craquer de différentes façons, c'est tout. Et c'est ce que j'ai expliqué aux web-journalistes, passant sous silence ce que je savais au sujet d'Erwan. L'exclamation de mon père interrompt brusquement mes cogitations. « Bon sang, qu'est-ce qu'il a à me coller, celui-là? Pourquoi est-ce qu'il ne double pas ?» Relevant le nez de l'écran, j'aperçois dans le rétroviseur de la calandre d'une grosse bagnole noire qui roule à moins d'1 mètre de la nôtre. Sur le tableau de bord, un signal rouge clignote. L'ordinateur a détecté le danger. D'un coup, notre poursuivant déboîte et se porte à notre hauteur sur la file de gauche. « Ah, pas trop tôt. On ne devrait pas laisser conduire ces fous du volant, » s'indigne mon père. Le conducteur de la grosse voiture m'adresse un bref salut tandis qu'il nous dépasse, avant d'accélérer brutalement et de s'immiscer dans le flot de la circulation sur la voie la plus rapide. Le barbu en costume noir installé sur le siège passager n'a pas bronché, mais j'ai reconnu le type de la baraque des APO, le doyen des mentors. Le sourire de Patrick Drake quand il a agité les doigts dans ma direction ne m'a jamais paru aussi rayonnant. Sitôt rentré, je cours m'enfermer dans ma chambre. Un nouvel ordi a remplacé celui que Drake a démoli sous mes yeux, peu après mon premier réveil au camp. Mais qu'est-ce qui remplacera la confiance que j'ai perdue dans le monde des adultes? Allongé sur mon lit, je tente de me convaincre que c'est par hasard uniquement que la voiture des menteurs a emprunté la même autoroute que celle qui m'a ramenée à la maison, mais j'ai encore en mémoire la menace sous-jacente émise par Mouna Katz. Il se serait débrouillé pour que tu ne puisses pas témoigner. À croire que la parano du gros journaliste commence à déteindre sur moi. J'ai conservé sa carte, je joue un moment avec le petit morceau de carton, avant de me décider à composer son numéro de com. « J'attendais ton appel », me salue le journaliste, une fois apparu à l'écran, le regard toujours masqué par ses lunettes noires. « Je crois que... »« C'est sympa de penser à ton vieux pote Mouna, » me coupe-t-il. « Je passe te prendre d'ici à un quart d'heure pour t'emmener en balade. Mets quelque chose de chaud et de confortable et attends-moi devant chez toi. Bye. » Il se déconnecte sans me laisser le temps de protester. La conversation n'a pas duré plus de 10 secondes. C'est sûr, ce mec a un sérieux grain. Néanmoins, il est le seul à qui je puisse confier mes craintes à propos de Drake. Je n'ai donc pas vraiment le choix. Quand il me voit traverser le living emmitouflé dans une parka, mes parents abordent une expression angoissée. « Tu sors, ma chérie ?» demande ma mère. « Je vais voir Mag pour lui annoncer mon retour. » Le mensonge me paraît convaincant. Mon père hoche le menton et pose une main rassurante sur l'épaule de ma mère. « Je ne rentrerai pas tard, c'est promis. À plus. » Une semaine plus tôt, je me serais contentée d'un vague grommellement en guise d'explication, mais je n'avais pas la moindre idée alors de ce qu'on pouvait ressentir à la perspective de perdre tout ce à quoi l'on tient. Dehors, je salue Monsieur Dermott, qui garde le nez plongé dans son bouquin. Je n'aurais pas cru que ça me ferait plaisir de revoir ce vieux bougon qui, le cul calé dans son fauteuil à bascule, passe son temps à observer, sans en avoir l'air, les allées et venues de ses voisins. Je ne poireaute pas longtemps. Bientôt, un grondement de tonnerre s'élève depuis le bas de la rue. Un drôle de bolide monté d'un non moins étrange cavalier s'approche en vombrissant. Mouna Katz porte un casque en forme de bol, entièrement noir, accordé à la teinte de ses sempiternelles lunettes.
Entre les pans ouverts de son blouson d'aviateur, sa bedaine déborde par-dessus un ceinturon de cuir jusque sur le réservoir de la moto, orné d'une flamme orangée. J'ai l'impression qu'il a encore grossi depuis notre rencontre au centre hospitalier, ce qui ne l'empêche pas d'avoir fière allure sur son imposante et bruyante bécane. Je croyais que les modèles à essence n'étaient plus autorisés à circuler, lui fais-je remarquer, haussant la voix pour couvrir les pétarades du moteur. Sauf dérogation pour les collectionneurs et les membres d'un club de motards existant depuis plus de 50 ans, répondit-il sur le même ton. C'est mon cas, je suis un des derniers anges de l'enfer, jeune fille. Un quoi? Un authentique Hells Angels. In English, in the text. Bon, tu grimpes en selle ou tu préfères attendre que j'ai répandu toute mon huile sur ton trottoir? Je choisis la première option. Le postérieur du pilote dégage un espace à peine suffisant pour que je m'y glisse, à hauteur du garde-boue de la roue arrière. Un long arceau métallique sert de cale d'eau. Comprimé entre le morceau de ferraille et l'imposante masse du journaliste, je peux à peine respirer. Mouna ouvre une sacoche et on sort un casque en plastimousse standard. Enfile ça, je veux pas d'ennui avec les flics. J'obéis, le matériau à mémoire de forme épouse parfaitement les contours de mon crâne. Je boucle la sangle de sécurité et Mouna s'écrie « Accroche-toi !» Comme je ne sais pas à quoi j'agrippe instinctivement les boucles de son jean graisseux, au moment où il tourne la poignée des gaz, la moto bondit tel un taureau de rodéo libéré de son box. Je hurle « Où va-t-on » Mais impossible de me faire entendre dans le vacarme. Fataliste, je hausse les épaules, au point où j'en suis.